Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat, toujours présenté depuis nos domiciles respectifs pour cause de confinement. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Cette semaine, nous avons assisté au retour d'un mort puisque Kim Jong-un est réapparu après que l'ensemble de la presse mondiale a évoqué sa mort. Zemmour agressé, indignation médiatique sélective. Le journaliste et écrivain a été violemment pris à partie par un homme dans la rue. La scène a fait le tour des réseaux sociaux. Éric Zemmour a-t-il été soutenu médiatiquement? La réponse dans ce immédiat. Le gouvernement qui annule dans la confusion son projet controversé de réunir des articles de décodage sur la crise du coronavirus. Pascal Praud qui donne la parole à la mère de Marin dont l'agresseur pourrait sortir de prison avant même la moitié de sa peine. Nous reviendrons comme d'habitude sur l'actualité médiatique de la semaine. Covid-19, les médias agents de sidération de l'opinion publique. Après plusieurs mois de crise sanitaire, il est temps d'analyser le rôle des médias dans le formatage de l'opinion publique. Entre minimisation et dramatisation, les médias ont-ils influencé les Français dans leur vision de la crise du Covid-19 ? Immédiat numéro 297 avec Jean-Yves Le Gallou, c'est parti. Et pour commencer cette émission, eh bien c'est l'image de la semaine, et cette image, Jean-Yves, c'est ce retour d'outre-tombe de Kim Jong-un. Eh oui, Kim Jong-un a été annoncé comme mort, probablement mort, parce qu'ils ont quand même utilisé le conditionnel, par les médias du monde entier pendant 3 semaines. Alors ils analysaient pour quelles raisons son train était resté bloqué à tel endroit, ils évoquaient l'hypothèse que sa sœur puisse lui succéder, et patatras, Kim Jong-un n'était pas mort, il est bien vivant. Remarquez, ce n'est pas la première fois que les médias nous font le coup à propos de la Corée du Nord, puisqu'il y a quelques années, ils avaient annoncé qu'une chanteuse de pop, qui était la petite amie qui avait été la petite amie ou prétendue telle de Kim Jong, avait été tuée. Et puis, quelques années plus tard, on a vu réapparaître cette chanteuse propulsée en politique par Kim Jong et même représenter officiellement la Corée du Nord lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médias nous racontent n'importe quoi sur la Corée du Nord, absolument n'importe quoi. Alors, la différence entre le n'importe quoi sur la Corée du Nord et le n'importe quoi sur le reste, c'est que le reste, on peut peut-être le vérifier. Sur ce qui se passe en Corée du Nord, c'est beaucoup plus difficile. Donc, méfiance, méfiance, méfiance. On va rester méfiant, on a l'habitude à Immédiat. Passons au premier sujet, Zemmour agressé, indignation médiatique sélective. Jeudi dernier, avant son émission Face à l'info, Éric Zemmour est violemment pris à partie dans la rue par un extra-européen qui se vante de son méfait. Voici la vidéo qu'il a lui-même postée sur le réseau social Snapchat. Éric Zemmour, comment tu vas, gros fils de pute? Ça va, gros fils de pute? Moi, nique bien ta mère, hein. Nique bien ta mère. Éric, un petit doigt dans le cul. Un petit doigt dans le cul, Éric. Ouais, je sais que le snap précédent, il vous a fait plaisir. En tout cas, ça a coupé, il y avait des gouttes de pluie qui tombaient sur mon téléphone. J'ai pas pu finir la vidéo jusqu'au bout. Je peux vous dire, il a goûté un molar. L'affaire s'emballe dès le lendemain avec la diffusion de cette vidéo sur Twitter, et dès lors, l'agresseur commence à redescendre d'un ton et tente d'expliquer son geste. Sahaftourkoum, mes islamo-racailles. Je suis divisé entre les messages, les partisans de monsieur Éric Zemmour qui m'insultent sur Twitter et sur tous les réseaux, et les messages d'encouragement que je reçois ici. Ouais, je sais, j'aurais pas dû l'insulter et tout ça, mais
Comment vous voulez parler avec lui? Vas-y, dites-moi. C'est peut-être un fils de pute. Mais c'est impossible de parler avec lui. Il est super fort. Un débat, c'est impossible. Donc, c'est comme si j'aurais voulu parler avec Marine Le Pen. À part l'insulter sa mère, vous voulez faire quoi? Vas-y, dites-moi. Il est très bon parce qu'il dit j'ai pas d'argument, donc je suis bien obligé de l'insulter. Et il s'auto-définit lui-même comme une islamo-racaille. Il est parfait, ce garçon, parfait. Et voici la réaction finale de cet homme après la saisie du parquet. En le voyant, je me suis laissé emporter. Mais je tiens à préciser plusieurs choses. La première, c'est que je ne l'ai pas touché. Je n'avais ni l'intention ni l'envie de l'agresser physiquement. La deuxième, c'est que je ne lui ai pas craché dessus. On peut voir dans une vidéo que j'ai publiée par la suite me vanter de lui avoir craché dessus, mais c'est complètement faux. Donc je sais que j'ai mal agi, j'aurais pas dû agir de cette façon. J'ai pu le blesser et choquer beaucoup de monde et je regrette vraiment mon geste. Ah bah c'est formidable là, parce qu'on voit le système de défense habituel, c'est-à-dire il y a une agression, quand par hasard il y a une poursuite, à ce moment-là, c'est le discours de l'avocat ou rédigé par l'avocat qui prend le dessus, et on voit bien que c'est un gentil garçon. En tout cas, c'est ce qu'on essaiera de plaider devant la justice. Ce qui prouve deux choses. Un, qu'il faut quand même réprimer, parce que ça calme, et deux, que les méthodes de mensonge et de déni sont toujours les mêmes, que l'agression ait lieu dans le cœur d'une banlieue ou qu'elle ait lieu dans un quartier plus bourgeois de Paris. Même méthode. Effectivement, il s'est bien calmé, on peut le dire. Alors, Éric Zemmour s'est exprimé dans l'émission Face à l'info ce lundi. Je pense que ces islamo-racailles, puisqu'il emploie lui-même le mot, c'est comme ça qu'il les appelle, sont le bras armé d'une guerre de civilisation sur notre sol, d'un djihad permanent et qui chasse et pourchasse les infidèles. Vous savez, ce qui m'est arrivé, c'était embêtant pour moi, mais ça arrive tout le temps, tous les jours, depuis des années, depuis des décennies, à des millions de Français qui sont agressés, insultés, menacés, volés, violés pour des jeunes femmes et même parfois tués par ces islamo-racailles. Il y a peu de choses à ajouter, c'est parfaitement résumé la situation, ce qu'a dit Éric Zemmour. Simplement, j'ajouterai un point, c'est que l'essentiel de ces agressions, de ces attitudes hostiles, de cette opération de conquête des islamo-racailles s'opère sur leur territoire, d'où ils chassent progressivement les Européens ou ceux qui appartiennent à une autre civilisation que la leur. Là, c'est dans un quartier, on peut dire français, dans un quartier parisien du centre et de l'ouest, et donc il y a un déplacement de l'invasion. C'est en cela, c'est pas seulement parce que, en raison de la personnalité d'Éric Zemmour, que l'événement est important, c'est parce que là, les islamo-racailles ou une islamo-racaille est sortie de son territoire pour être dans une logique de conquête territoriale à l'extérieur et d'intimidation territoriale à l'extérieur. Et en tout cas, on va voir où cette intimidation le mène, puisque Mehdi, l'agresseur d'Éric Zemmour, a été interpellé et déféré devant le parquet de Paris. Donc il va y avoir une procédure judiciaire. Alors, ce qui a suivi cet acte, c'est l'indignation, et l'indignation politique d'abord, avec plusieurs hommes politiques qui ont très vite apporté leur soutien à Éric Zemmour. Par exemple, Marion Maréchal, un grand soutien à Éric Zemmour, dont la voix courageuse ne faiblira pas suite à une agression aussi médiocre que vulgaire. François-Xavier Bellamy, qui a lui pointé du doigt les inquiétants silences après l'agression d'Éric Zemmour. Et du côté de la majorité, on a eu des réactions, par exemple celle de Marlène Schiappa qui tweet « Les injures publiques et les menaces d'agression sexuelle sont injustifiables, qu'elles visent une femme ou un homme, Éric Zemmour ou nos amis, dans la rue ou sur Twitter ». Donc il y avait une mobilisation politique à noter. Oui, assez large, à l'exception tout de même de l'extrême gauche, des mélenchonistes, puisque dans ce cas-là, on a le silence, voire la légitimation de l'agression, comme dans le cas de ce LFI de Paris. Oui, c'est Vikash Dorasso, ancien footballeur, candidat au municipal, qui a tweeté « La violence appelle la violence malheureusement ». Donc on se rend compte que c'est plus qu'un silence, c'est quasiment une justification ou en tout cas quelque chose qui pourrait s'en rapprocher. Alors, dans le camp des soutiens politiques, il y a eu un soutien de poids, celui du président de la République Emmanuel Macron, qui a appelé Éric Zemmour pour lui apporter son soutien pendant 45 minutes, et Éric Zemmour est revenu sur cet appel dans Face à l'info.
Je voudrais rendre hommage à l'élégance du geste, même si je suis journaliste politique, donc je vois les arrière-pensées politiques, mais en fait, il y a aussi une élégance qu'il faut reconnaître. Pourquoi ? Il m'a d'abord tout simplement demandé comment ça allait, quoi, tout bêtement. Et puis la discussion s'est engagée et en fait, on s'est rendu compte que nos désaccords étaient profonds et qu'il fallait un peu de temps pour les élucider. Donc nous avons parlé longtemps. Et sur Twitter, eh bien, le journaliste Clément Veil-Rénal réagit. Emmanuel Macron prend conscience qu'Éric Zemmour est quelqu'un qui compte dans le paysage politico-médiatique et que ses idées qui recueillent une audience de plus en plus large dans l'opinion sont à prendre en considération. Jean-Yves, ça semble être un petit peu le cas finalement. Je crois qu'il y a du côté de Macron une opération de communication quand même. D'abord, on a l'impression que ce président s'ennuie, il ne décide pas, il aime beaucoup se montrer, il aime beaucoup parler. Bon là, c'est plutôt bien. Mais je crois qu'il y a effectivement une arrière-pensée de communication. Il y a un buzz, il se met dessus. Il y a aussi le côté et en même temps. Vous savez qu'il avait accordé un entretien à Valeurs Actuelles. Enfin, il cherche un peu à naviguer dans toutes les eaux, alors qu'évidemment, il est fondamentalement, tout son projet politique est dans des accords absolument fondamentaux avec Éric Zemmour. Et je pense qu'ils pourraient discuter ensemble pendant des dizaines d'heures. Je ne pense pas qu'on arriverait facilement à une convergence. Alors, il y a également eu des soutiens, non pas politiques, mais médiatiques. Et du côté de ces prises de position médiatiques, on note par exemple celle d'Éric Nolot. Le fait nouveau, c'est que ce pauvre type filme son méfait et ensuite s'en vante sur les réseaux sociaux. Donc moi, je pense qu'un cap a été franchi et il faudrait vraiment, selon moi, marquer le coup avant qu'un drame n'arrive, parce que ce genre de personnage qu'il faut bien nommer, c'est une racaille, eh bien il a un sentiment d'impunité pour se vanter à ce point-là en toute décontraction d'un pareil comportement. Ça veut dire que la prochaine fois, quelqu'un ira plus loin. Je pense qu'il faut arrêter les choses maintenant. Et autre réaction, plus étonnante peut-être, celle de Jean-Michel Apathy qui tweet « Éric Zemmour a été agressé, il ne peut pas y avoir de si, de mais, de glose. Cette agression est condamnable, elle doit être condamnée, je le fais pour ma part, sans réserve. » Donc Jean-Yves, on voit qu'il y a eu des soutiens médiatiques assez forts finalement. Alors, c'est un soutien médiatique d'Apathy par un tweet. Bon, on salue le tweet, c'est pas une opération plus importante. Ce qui est très important dans ce que dit Nolot, c'est effectivement qu'il y a le risque pour Éric Zemmour que les choses aillent plus loin. Et je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles le parquet a poursuivi. C'est qu'il faut quand même marquer un coup d'arrêt. Ceci étant, Nolot nous dit c'est une étape de plus parce qu'on a transmis des vidéos. Il y a tous les jours des vidéos d'agression qui circulent, des dizaines, des centaines de vidéos d'agression qui circulent. Simplement, effectivement, c'est rare qu'il s'agisse d'une personnalité politique ou médiatique comme c'est le cas en l'occurrence. Alors, Martial Bill, directeur de TV Liberté, eh bien, note dans un tweet du 2 mai que dans la vague de soutien, eh bien, il manque notamment celle du syndicat des journalistes, le syndicat national des journalistes, et du syndicat des journalistes du Figaro, et c'était le 2 mai. Aujourd'hui, eh bien, toujours aucune réaction. Donc Jean-Yves, il y a quand même eu aussi un silence. Oui, alors il y a un silence qui est assez honteux de la part du syndicat national des journalistes, qui est assez honteux de la part aussi, sauf s'ils sont corrigés après notre intervention, assez honteux de la part de la Société des journalistes du Figaro, de la Société des rédacteurs du Figaro. C'est assez scandaleux. Il faut dire que ce sont des gens qui avaient demandé le licenciement de leurs confrères à plusieurs reprises. Hein. Et donc il faut bien savoir que derrière les syndicats de journalistes du Figaro, il y a des gens qui ne dépareraient pas à Libération. Ça a le mérite d'être dit. À l'humanité. Ou même à Slate, peut-être, puisqu'on va voir que... Peut-être à Slate, oui. Pire que les silences, eh bien, il y a les prises de position qui, alors bon, avec des pincettes évidemment, on a l'impression pourraient presque légitimer la violence contre Éric Zemmour. Et donc c'est dans Slate que l'on voit ça avec cet article de Claude Askolovitch. L'homme qui crache sur Zemmour n'est autre que Zemmour. Et dans cet article, eh bien, on peut lire... C'est un triste spectacle de voir Éric Zemmour ainsi devenu celui que l'on chasse et qui baisse la tête, lui qui d'habitude porte beau la vindicte et le mépris des autres. Zemmour écrase de ses mots les immigrés fourbus, les migrants réchappés. Zemmour rit et jouit de ses méchancetés, mais le voilà semblable à ceux qu'il méprise. À quel point Zemmour et son tourmenteur se ressemblent, le devine-t-il?
le savent-ils? Donc, vous voyez, on voit que Claude Askolovitch, il est assez dur quand même. Bah, il ne nous déçoit jamais, Askolovitch. Hein. C'est un de nos bons clients quand même. Alors, il y a aussi la question de l'indignation sélective. Pourquoi sur CNews, Pascal Praud a évoqué cette indignation sélective des médias, notamment des médias de service public, qui l'accusait de ne pas avoir traité le sujet de l'agression de Zemmour, de quoi provoquer la colère de Gérard Leclerc. Il n'y a pas eu un sujet à France 2 ce week-end. Il n'y a pas eu un sujet sur France Inter. Il n'y a pas un sujet sur les médias mainstream. C'est-à-dire qu'il y a des indignations sélectives. Alors, toutes les occasions sont bonnes pour vous pour taper sur les médias publics. Je trouve ça absurde. Comment vous expliquez les indignations sélectives? Mais parce qu'elles existent dans tous les sens et dans pourquoi l'autre France sens. Inter et France 2 n'en parlent pas? Répondez-nous. Répondez à cette question. C'est leur politique éditoriale. Ah oui, d'accord. C'est la politique éditoriale avec mon fric. Excusez-moi, bah oui. Excusez-moi, non mais c'est un ça peu vous choque facile. pas? Oui, non, c'est pas un peu Systématiquement. facile. Je redis qu'il y a un scandale permanent, si vous voulez, dans le fait que précisément les médias publics, avec l'argent du contribuable, ils donnent une information biaisée qui sert leur idéologie. Ça suffit. On pourrait citer comme exemple de l'indignation sélective, eh bien, ce traitement avec d'autres agressions qui ont eu lieu par le passé. Je pense notamment à celle d'Alain Finkielkraut qui avait fait la une des médias. Et on va regarder un extrait du JT de TF1 au soir de cette agression. Indignation après les insultes antisémites à l'encontre du philosophe Alain Finkielkraut. Elles ont été proférées par des gilets jaunes hier en marge de la manifestation. Une enquête a depuis été ouverte. Retour sur ce qui s'est précisément passé. La comparaison est effectivement assez intéressante parce que c'est assez voisin. C'est l'agression dans un cas de Finkielkraut, dans l'autre cas de Zemmour. Qu'est-ce qui fait que dans un cas, il y a tous les 20 heures, ce qui est quand même la grosse masse de l'information qui touche le plus grand nombre de Français pour Finkielkraut, et rien du tout sur les 20 heures, rien du tout sur les chaînes de service public pour Zemmour. Il y a deux différences. La première, c'est que dans le cas de Finkielkraut, il est accusé, il est attaqué en tant que juif, alors que Zemmour, il est attaqué en tant d'éditorialiste pour ce qu'il dit. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que, en ce qui concerne l'agression de Finkielkraut, ça se trouve à l'occasion d'une manifestation de Gilets jaunes, et ça permet donc de culpabiliser, de faire une opération de diabolisation des Gilets jaunes, alors que là, par rapport à l'agression de Zemmour, ça ne permet pas de satisfaire un objectif politique ou idéologique particulier. Donc on voit très bien les deux différences, assez comparables, et dont les auteurs sont d'ailleurs assez comparables, puisque dans les deux cas, ce sont des islamo-racailles, ceux qui d'ailleurs avaient été camouflés dans un premier temps, s'agissant de l'agression de Finkielkraut. Effectivement, alors pour enfoncer le clou sur cette question, eh bien, Yvan Rioufol, sur CNews, a lui aussi attaqué les médias. Mais ceux qui détestent Zemmour se retrouvent également auprès de ses propres confrères, auprès de la presse. Ce que pose cet abruti-là, c'est en le fond l'incapacité qu'a aujourd'hui une partie des médias français à accepter la contradiction des idées. Une partie des médias et de la presse écrite a renoncé à défendre la liberté d'expression, tout simplement. Et c'est ceci qu'il faut poser tout bêtement. Nous sommes dans une sorte de régime totalitaire appliqué, en tout cas, aux médias. On l'avait vu. Totalitaire dans la mesure où ces médias-là ne veulent défendre qu'une pensée totalisante, totalitaire, dans le fond, dans lequel le contradicteur est quelqu'un qui est devenu quelqu'un sur lequel on peut cracher. Alors après cette analyse pertinente d'Yvan Rioufol, passons à la revue de presse. Et on commence cette revue de presse avec un petit bobard. Les spectateurs de BFM roulaient dans la farine, puisque BFM a publié un reportage sur un boulanger lyonnais appelé par Emmanuel Macron. On va regarder les images tout de suite. Nous sommes en fin d'après-midi ce mercredi, quand Philippe-Marc Jocteur, boulanger, reçoit un appel pour le moins inattendu. J'ai décroché et à ce moment-là, on m'a dit « Bonjour Philippe Jocteur, c'est Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut échanger ensemble ?» Le président cherche à comprendre la situation économique de cet artisan. À la fin de l'appel, le boulanger sort plutôt satisfait de son échange avec le chef de l'État. Bon, voilà, Macron aime la com, ça on le sait, il aime la farine, donc il appelle un boulanger, ça on le sait aussi. Bon, ce qui est extraordinaire, c'est que BFM ne fait absolument plus de l'information, là, parce qu'il relaie une campagne de com du président de la République, sans préciser quand même que la personne appelée
c'est un militant de la République En Marche, ce qu'ils auraient pu savoir en un clic, puisqu'il a été candidat à des élections, donc c'est pas un secret, mais ça fait rien, on est là pour faire la com du gouvernement et du président. Et puisqu'on parle de la com du gouvernement, eh bien, on va s'intéresser à un autre gros sujet médiatique de la semaine, eh bien, celui d'une sorte de ministère de la vérité, de l'information qui a été mis en place par le gouvernement. Tout est parti de ce tweet de Sibeth Ndiaye. La crise du Covid-19 favorise la propagation de fake news. Plus que jamais, il est nécessaire de se fier à des sources d'informations sûres et vérifiées. C'est pourquoi le site du gouvernement propose désormais un espace dédié. Alors dans cet espace dédié, eh bien, des articles de décodage de plusieurs organismes décodeurs médiatiques. Très vite, eh bien, les journalistes quand même se posent des questions. On a par exemple cet article du Figaro. En triant les articles de presse, le gouvernement tente de recréer un ministère de l'information. Et on a cette tribune dans Le Monde, signée par la plupart des syndicats de journalistes français. L'État n'est pas l'arbitre de l'information, avec ces lignes. La presse française est indépendante de l'État et du pouvoir politique. Elle doit même exercer dans sa pluralité et sous l'œil critique de ses lecteurs, auditeurs et téléspectateurs son rôle de contre-pouvoir. En distinguant tel ou tel article sur son site, le gouvernement donne l'impression de labelliser la production de certains médias. Le pouvoir actuel démontre la défiance qu'il nourrit à l'endroit d'une presse libre et plurielle. Voilà pour la position. Ça, c'est drôle, parce que la presse n'est pas plurielle, on le sait, puisque quand il a été question de recruter Zemmour sur CNews, il y a eu beaucoup de protestations de la part des journalistes et des médias. Lorsque Russia Today a été interdit d'accès à l'Élysée aux conférences de presse présidentielles, il n'y a pas eu de protestation non plus. Donc, la presse n'est pas plurielle. Deux, eh bien oui, il y a déjà une labellisation de la presse, puisqu'il y a eu un accord entre le gouvernement, les GAFA et les principaux médias pour valider un certain nombre d'informations. Alors c'est vrai qu'ils sont subventionnés, en l'occurrence, pour cette validation de l'information. Je pense par exemple à AFP Factuel ou à Libération ou au Monde. Ils sont labellisés et financés, non pas directement par le gouvernement, mais par les GAFA en accord avec le gouvernement. Donc ils sont bien hypocrites. Là, ce qui les a gênés, c'est que Sibeth Ndiaye a mis les pieds dans ses gros sabots, comme d'habitude, et que c'était un peu trop visible. Voilà. Donc, ce qui les gêne, c'est pas tellement la liaison entre le pouvoir et la presse, c'est que ça se voit trop. Et bien, cette liaison, elle a été tellement visible qu'effectivement, le gouvernement a été obligé de reculer et a donc supprimé sa page avec des dessins Fox, comme ils disent, sur le coronavirus. Ce qui a suscité l'enthousiasme du syndicat national du journalisme. Donc j'en ai voilà, une victoire de la presse libre et indépendante, comme vous l'avez dit, ça s'était peut-être un peu trop vu, qu'elle n'était pas si libre et indépendante que ça. Alors, autre actualité médiatique de la semaine, c'est l'interview de Didier Raoult sur BFM. Alors, l'entretien a duré 1 heure, on a sélectionné ce passage qui est assez significatif. Je vous assure qu'il ne faut pas confondre ce qu'on dit à la télévision, nous maintenant, ce qu'on dit dans les journaux, ce que disent les gouvernements et ce que font les médecins. Parce que c'est pas pareil, parce que je peux vous dire que les seuls traitements qui sont prescrits aux États-Unis... Ce qui est bien, c'est que là, vous êtes à la télévision. Oui. Donc ça vous permet aussi de pouvoir à un moment dire... Oui, mais honnêtement, je ne veux pas vous faire de peine, mais je n'ai pas besoin de vous pour dire ce que j'ai à dire. Non, mais on est là. Oui, bah voilà, c'est une belle claque aux médias, puisque Raoult, il a existé en dehors des médias, même s'il est devenu, c'est un bon client pour les médias, parce qu'il fait de l'audience, mais il n'a pas besoin de passer dans les médias, il va sur les médias alternatifs, il va sur YouTube, il va sur Twitter, il va sur les réseaux sociaux, il va sur Facebook. Plus besoin des grands médias, c'est bien. Voilà, et justement, Didier Raoult qui était aussi dans l'actualité médiatique de la semaine pour une autre raison, tout simplement parce qu'il rejoint le projet de revue de Michel Onfray, Front Populaire, et qu'il en sera donc l'un des contributeurs. Donc voilà. Autre actualité médiatique de la semaine, ou plutôt non-actualité médiatique, si l'on veut être précis, eh bien, c'est cette avancée de l'islam, voilà, dans un silence relatif des médias, avec par exemple le Figaro qui nous apprend que la mosquée de Paris se fâche et demande la reprise des cultes pour la fin du Ramadan, avec un communiqué d'une rare fermeté qui menace d'attaquer le gouvernement en justice si le projet de reprise des cultes intervenait pour le grand week-end de la Pentecôte. Et Maître Hafiz demande instamment au pouvoir public que la date soit avancée
au 24 mai, la date de la fête de l'Aïd, qui clôture le mois sacré du Ramadan et qui est, selon lui, aussi importante que la Pentecôte juive ou chrétienne. Donc ça, voilà, c'est une information reprise par le Figaro, mais qui n'a pas fait la une des médias, évidemment. Et puis, il fallait lire Languedoc Info, la réinformation alternative du sud de la France, pour apprendre qu'à Sète, une prière musulmane avec de nombreux fidèles protégés par la police a eu lieu en plein confinement, à l'occasion d'un enterrement. Et là, selon les témoins, eh bien, il y avait bien plus que le nombre de personnes autorisées pour une cérémonie de ce genre, un enterrement d'une personne qui était décédée lors d'un règlement de compte. Plus étonnant encore, eh bien, la mairie aurait distribué des masques aux personnes présentes pour assurer leur sécurité. Jean-Yves, on voit que deux informations qui se télescopent et qui, en fait, démontrent une même chose. Alors moi, je ne suis pas choqué qu'une mairie distribue des masques pour un enterrement, pour permettre un enterrement, fût-il l'enterrement de quelqu'un tué dans un règlement de compte. Ce qui est choquant, c'est qu'on interdise les funérailles normales pour ceux qui ne sont pas musulmans. C'est-à-dire qu'au fond, c'est les funérailles à deux vitesses. Si vous êtes musulman, vous allez pouvoir vous réunir, vous allez pouvoir faire la prière. Mais si vous n'êtes pas musulman, c'est pas possible. Alors Jean-Yves, tous les musulmans n'ont pas le droit de traitement de faveur. Faut être juste là, c'est dans un cas un peu précis quand même. Bah oui, mais enfin, c'est quand même étonnant que dans certains cas ce soit possible et pas dans d'autres. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a une avancée de l'islamisation à l'occasion de ce confinement. D'abord parce que le confinement, il s'applique pas dans les quartiers islamiques, ou très peu, ou très mal. Les islamo-racailles, en tout cas, ne l'appliquent pas, qu'il y a aussi la progression à travers la revendication du cri du muezzin, qui s'est fait dans un certain nombre de villes sans protestation. Il y a la revendication de carrés musulmans, de façon à ce que les morts musulmans soient séparés de ceux qui ne le sont pas. Le problème ne se posait pas avant parce qu'ils repartaient au pays. Donc, ils utilisent, au fond, le confinement. Un certain nombre de musulmans utilisent le confinement pour faire avancer l'islamisation, et tout ça se fait là dans le silence des médias. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux et les médias alternatifs pour nous prévenir. Alors, autre sujet lié un petit peu à cette problématique, c'est le sujet de l'immigration, avec ce rapport de la Cour des comptes qui a été repris par de nombreux médias. Bien, on apprend, Jean-Yves, que l'immigration coûte cher. Présent fait sa une sur le sujet, coût de l'immigration, un pognon de dingue. Et Jean-Yves, on sait donc désormais, grâce à la Cour des comptes, que l'immigration coûte plus de 6 milliards d'euros par an. Bah écoutez, si c'était le cas, ça serait une bonne nouvelle, parce que le chiffre de la Cour des comptes, 6,6 milliards d'euros, c'est au fond le chiffre pour les entrées, ceux qui arrivent, l'entrée de séjour de ceux qui arrivent. Bon, alors c'est un chiffre intéressant d'ailleurs, 6,6 milliards, qui a augmenté d'ailleurs de 48% en quelques années, donc c'est intéressant, merci à la Cour des comptes de nous le dire. Malheureusement, le chiffre réel du coût de l'immigration, il est beaucoup plus que cela. Le rapport Pozokov l'avait chiffré à 84 milliards, c'est-à-dire la différence entre ce qu'apportent les immigrés et les descendants d'immigrés, puisque ça résonne sur 2 générations, le rapport Pozokov, et ce qu'il coûte. 84 milliards, on est loin des 6 milliards de la Cour des comptes, mais c'est quand même bien de le dire. De même, la Cour des comptes nous dit, on estime généralement les clandestins, enfin ils n'emploient pas ce mot-là, ils emploient un mot plus correct, ceux qui séjournent irrégulièrement entre 350 000 et 450 000. C'est très optimiste, puisque un rapport parlementaire a estimé que rien qu'en Seine-Saint-Denis, il y avait entre 150 000 et 400 000 clandestins. Et donc, si on extrapole à l'ensemble de la France, même si la Seine-Saint-Denis est plus concernée, on est évidemment bien au-delà des 350 000 à 450 000, et on se rapproche plus de chiffres certainement supérieurs à 1 million. Ouais, effectivement, c'était d'ailleurs une estimation parue dans Polémia, réalisée par André Posokov sur la base de plusieurs données sérieuses et solides, et qui effectivement estimait entre 1 et 1,5 million de clandestins. C'est une analyse intéressante à lire et qui n'est pas encore reprise par les médias, mais qui mériterait pourtant de l'être. Alors, pour finir cette revue de presse, eh bien, on va s'intéresser à cette séquence de l'heure des pros, avec Pascal Praud qui a donné la parole à la mère de Marin, ce jeune qui avait été sauvagement agressé et laissé pour mort. Eh bien, on va voir cette séquence qui est très poignante et qui montre
que bien, dans l'émission de l'heure des pros, il y a des sujets qui sont mis en avant et qui sont peut-être pas mis en avant autant qu'ils le devraient par d'autres médias. Pour nous, c'est totalement inenvisageable. Enfin, si Marin n'est pas mort ce soir-là, c'est pas parce que lui l'a épargné, c'est parce qu'on a eu le bonheur de tomber sur un neurochirurgien exceptionnel, le docteur Afif, qui a sauvé la vie de Marin. Marin aurait dû mourir ce soir-là. Et on avait vu Marin arriver, je me souviens, à son procès en très grande difficulté. Est-ce qu'il a connaissance de cette décision de ce juge d'application des peines ? Moi, ce qu'il m'a dit, c'est « T'as vu dans quel état je suis maintenant ? Moi, j'en ai pour toute ma vie. » Et lui, il fait même pas la moitié de sa peine et il ressort. En plus, cet agresseur a un profil particulier puisque durant le procès, il n'a jamais manifesté la moindre empathie et, disons-le, la moindre excuse de son geste. Mais non. Mais enfin, j'imagine que quand on essaie de tuer quelqu'un, on essaie déjà au moins de commencer par présenter ses excuses, et ça, il n'en a pas été capable. Déjà 7 ans et demi, effectivement, paraissait, là encore, il ne faut sans doute pas commenter une décision, mais n'était pas une peine excessive. Ah oui, tout de même. Vu la minorité de l'agresseur de Marin, c'était le maximum qu'il encourait. Ah bon ? 7 ans et demi. Et il était mineur ? Après, il était mineur, il était à 3 mois de sa majorité. On souhaitait que l'excuse de minorité soit écartée vu son profil et ses antécédents judiciaires. Ça n'a pas été le cas. Merci beaucoup, Madame Sauvageon. J'imagine tous les parents qui ont des enfants de 20 ou 25 ans et qui ne peuvent pas d'ailleurs se mettre à votre place parce que c'est absolument impossible, mais qui portent un regard sur cette situation et qui peuvent saluer le courage et la dignité avec laquelle vous vous exprimez ce soir et qui sont comme nous, disons-le, choqués parce qu'il n'y a pas d'autre mot de cette décision possible. Ce qui est incroyable dans cette histoire, on le réentend à chaque fois, mais c'est que l'agresseur, le mot est très très faible, mais bon, on va rester correct, qui l'a attaqué, eh bien, n'a pas exprimé de regret ou n'a pas présenté d'excuses. Malgré tout, voilà, un juge d'application des peines s'est prononcé favorablement pour sa libération anticipée avant même la moitié de son emprisonnement. C'est sidérant d'entendre ça, honnêtement. Il y a un vrai problème en France avec la justice, il faut bien le dire. Il y a 2 grands problèmes, en fait, si on voulait faire simple. La justice et les médias. Et ils se renvoient l'un l'autre, puisque les juges ne peuvent prendre des mesures laxistes que parce que les médias trouvent ça bien. Passons au deuxième sujet, Covid-19, les médias agents de sidération de l'opinion publique. Ils ont d'abord minimisé la menace, puis ils en ont fait des tonnes. Retour sur le rôle des médias durant cette crise du coronavirus, avec d'abord un point, la couverture médiatique a été assez hallucinante. Jean-Yves, comment analyser cette couverture médiatique considérable ? D'abord, il est normal qu'il y ait une couverture médiatique parce que c'est un événement important et c'est un événement important dans la vie des gens, non pas seulement en raison du virus lui-même, que des conséquences que ça a avec notamment le confinement. Donc c'est normal d'en parler, c'est normal d'informer. Ce n'est pas normal d'en faire un sujet unique parce qu'il continue de se passer un certain nombre de choses en France et dans le monde. Donc ce n'est pas normal d'en faire un sujet unique et ça a évidemment un effet, une conséquence qui est une sidération, parce que les gens ne pensent plus qu'à ça, ils n'ont plus que ça dans la tête, puisque les médias ne parlent plus que de ça. Il y a une espèce de monolithisme absolument incroyable, qui d'ailleurs amène à se poser une question. Mais est-ce que les informations dont ils parlent les autres fois, en dehors de ça, ont de l'importance, puisque là, elles n'ont plus aucune importance? Alors, autre point de cette couverture médiatique, eh bien, c'est le ton de celle-ci, avec eh bien, des discours médiatiques qui ont été considérablement anxiogènes depuis quelques semaines. Alors, quelques exemples en vrac parmi des milliers d'autres, évidemment, c'est une de Libération. Tous les indicateurs sont en rouge. Cet article du Monde, coronavirus, plus de 90 000 morts dans le monde et une crise économique qui s'annonce terrible. Donc, Jean-Yves, on voit qu'il y a un ton catastrophiste, dont j'ai pris ici 2 exemples, mais qui sont en fait par centaines. Alors, ce qui est le plus catastrophiste, effectivement, c'est les 90 000 morts. Sauf que 90 000 morts, c'est ce qui arrive tous les jours dans le monde. Oui, enfin, ça a évolué depuis, on est plus à 200 000 morts, bon, voilà, mais bon... Oui, d'accord, mais bon, si vous voulez, ça reste très relatif par rapport à l'ensemble des morts. Alors, il y a des exemples particuliers où on voit que les médias ont été clairement catastrophistes.
c'est par exemple sur cette question de la maladie de Kawasaki qui touche les enfants. On va voir, ça a été traité par de nombreux médias, dont CNews avec Laurence Ferrari. Une question qui pose sur les enfants. Est-ce qu'avec les 20 cas de la maladie de Kawasaki chez des enfants en Île-de-France, il est bien raisonnable de vouloir toujours rouvrir les écoles le 11 mai? Oui, alors la maladie de Kawasaki, qui existe indépendamment du coronavirus, qui est assez rare, a été mise en avant à la fois par quelques événements auxquels on a assisté en Angleterre et en France, mais sur quelques dizaines d'unités, donc quand même un très petit nombre. Un très petit nombre, évidemment c'est malheureux pour ceux qui sont touchés, qui semble-t-il n'a pas encore fait d'ailleurs de mort parmi les enfants touchés, mais ça a correspondu à une campagne pour dissuader finalement les parents de mettre leurs enfants à l'école. Et pourquoi on cherche à dissuader les parents de mettre les enfants à l'école? C'est qu'il n'y a pas de place dans les écoles. Parce qu'à partir du moment où on ouvre que la moitié du temps pour la moitié des élèves, et que parmi les élèves prioritaires, il y a ceux dont les parents travaillent dans les services de soins ou dans les services de transport ou dans les services de secours, il y a très peu de place dans les écoles. Donc il faut plutôt encourager les parents à ne pas y mettre leurs enfants. Ça tombe bien, on a sorti l'opération Kawasaki à ce moment-là pour créer finalement un effet quand même de crainte. Alors, il n'est pas certain ni avéré que ce soit une opération concertée. Il se peut juste que ce soit une préoccupation médiatique. Et voilà. Ça tombe bien. Ça peut tomber bien si l'on suit. Ça tombe bien dans le souci, si vous voulez, le souci des directeurs d'école et du gouvernement, c'est d'expliquer aux parents que ce serait mieux qu'ils n'envoient pas leurs enfants en classe parce qu'il y a déjà un phénomène de saturation avec ceux qui sont prioritaires et avec les parents qui ne sont pas en télétravail. Donc on essaye de décourager, d'encourager en tout cas les gens à garder leurs enfants. Ce à quoi on pourrait vous opposer que la décision de reprise des cours, elle a été prise par Emmanuel Macron, certes un petit peu en opposition avec son gouvernement là-dessus, mais il y a quand même une volonté de faire revenir les gens à l'école, et finalement, la maladie de Kawasaki, et un peu le traitement un peu catastrophiste là-dessus, ça va en contradiction avec Emmanuel Macron quand même. Oui, mais non, parce que si vous voulez, les places dans les écoles, c'est pas du tout pour tous les enfants, puisque c'est la moitié du temps à demi-classe, et qu'il y a déjà des prioritaires. Donc il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de parents qui y renoncent, et s'ils n'y renoncent pas, on leur dira, écoutez, on est désolé, on n'a pas de place. En tout cas, donc, si vous voulez, c'est un ajustement. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a bien eu une psychose sur la question du retour des enfants à l'école. Preuve avec ces images de BFM TV où l'on voit la décontamination des lieux fréquentés par les jeunes élèves. On va regarder les images. Cette école a décidé d'employer les grands moyens. De la vapeur à 170 degrés est pulvérisée dans cette salle de jeu. Deuxième étape avec un désinfectant dans les salles de classe. Enfin, chaque objet est nettoyé à la javel. En théorie, cela semble rassurant, mais c'est le quotidien avec les enfants qui inquiète. C'est un petit peu curieux de nettoyer une école qui sont restée vide depuis 2 mois et dans laquelle il y a quand même assez peu de chances que le virus ait pu survivre à 2 mois de non-confinement, si je puis dire. Enfin, 2 mois tout seul sans avoir la possibilité de se répliquer, c'est sans doute difficile. Mais ça montre de la part d'un certain nombre d'autorités, notamment municipales, la crainte que l'épidémie puisse repartir et surtout qu'ils puissent être accusés d'avoir accueilli des enfants sans leur assurer la sécurité la plus totale. Il y a derrière ça la crainte de poursuites judiciaires éventuelles, une certaine peur, il faut bien le dire. Ce qui est intéressant aussi, à mon sens, dans cette séquence, c'est qu'on voit que les médias sont encore dans le temps d'avant dans la communication, puisqu'ils sont encore sur le discours catastrophiste, avec un virus très dangereux, etc., et qui donc crée ces situations où l'on voit des gens qui sont en train de décontaminer effectivement des locaux qui sont pas du tout contaminés, puisque 2 mois sans personne, évidemment que le virus n'est pas présent. Et en fait, alors qu'on a toute une partie du discours médiatique qui a quand même un peu changé, qui est le retour à la normale pour sauver l'économie, etc., et bien vu qu'il y a quand même un temps de latence dans le discours médiatique, on en est encore à cette question-là, et donc du coup, l'opinion publique est encore traumatisée par ce discours catastrophiste et a peur de renvoyer ses enfants à l'école, de reprendre un peu l'activité. Donc c'est
c'est assez amusant, si on peut dire, de voir ça, sachant qu'on a donc cette vidéo de la décontamination qui est une preuve de l'efficacité du pouvoir médiatique et qui en plus en remet une couche. Donc puisque en fait, c'est des images qui sidèrent encore plus. Donc on n'est pas prêt de voir un changement vraiment significatif chez les parents pour remettre leurs enfants à l'école. Et d'ailleurs, ça se voit dans les enquêtes, les sondages locaux, etc., où il y a beaucoup de parents qui vont refuser d'envoyer leurs enfants à l'école. Alors, autre angle médiatique un petit peu, c'est les fameux héros, les héros du quotidien. C'est un terme qu'on a vu repris nombreuses fois par les médias durant cette crise. Saluer ceux qui continuent à travailler, qu'ils soient personnel soignant ou éboueurs, etc. Jean-Yves, que dire de l'emploi de ce terme héros du quotidien? Bon, écoutez, je pense que l'emploi du terme est un peu excessif. J'ai employé le mot héros pour marin. Le terme, d'ailleurs, à l'époque, n'avait pas été utilisé, parce qu'il correspondait effectivement à un geste courageux. Bon, c'est vrai que les gens prennent un petit risque, mais qui est quand même un très petit risque. Pour les personnels soignants, c'est pas le cas, Jean-Yves. Pour les personnels soignants, un peu moins, mais malgré tout, quand vous choisissez d'exercer la profession de médecin ou d'infirmière, voire d'aide-soignant, vous savez que vous vous exposez à rencontrer des malades, et éventuellement des malades contagieux. Ça fait quand même partie du risque initial. Bon, mais c'est vrai qu'ils ont fait leur devoir d'État. Ils ont fait leur devoir d'État. C'est vrai que le devoir du médecin, le devoir de l'infirmière, le devoir de l'aide-soignant, c'est de soigner. Et en l'occurrence, quand il y a une maladie contagieuse, c'est effectivement un peu plus dangereux. Surtout qu'on ne leur a pas donné les moyens. On ne leur a pas donné les moyens de se protéger en raison des carences gouvernementales. Et donc là aussi, il y a une manière d'occulter la carence gouvernementale en surlignant le courage de ceux qui font face à cette carence gouvernementale. Et la glorification médiatique un petit peu disproportionnée, sans doute, de ces héros du quotidien, eh bien, ça amène aussi mécaniquement à grossir le risque réel du virus, puisque si l'éboueur est un héros face au virus, ça veut dire qu'il y a un très très gros risque. Donc ça amène aussi, c'est un effet pervers de ce traitement médiatique, on va dire. Alors, Jean-Yves, pour conclure cette partie, les médias se sont-ils fait les relais de la communication gouvernementale finalement? Alors, ils ont toujours été en phase avec la communication gouvernementale, c'est-à-dire qu'ils ont minimisé quand la communication gouvernementale minimisait, et ils ont exagéré quand la communication, ou dramatisé quand la communication gouvernementale dramatisait. Donc, ils ont été totalement en phase. Alors, ça implique un tout petit commentaire. D'abord, il est assez normal que les médias relaient la communication gouvernementale, en ce sens, disent le gouvernement dit cela, ça c'est leur boulot. Le gouvernement dit c'est pas grave, ils disent c'est pas grave. Le gouvernement dit c'est très grave, ils disent c'est très grave. Ils sont allés au-delà, car ils ne se sont pas contentés de dire ce que disait le gouvernement, ils ont donné des consignes aux gens. C'est-à-dire que dans la première étape, ils ont dit aux gens continuez de vivre normalement. Et dans la deuxième étape, ils ont dit aux gens attention, confinez-vous bien, respectez bien les règles du gouvernement. Ils sont passés dans une logique de médias totalitaires. Voilà. On parle beaucoup de la Corée du Nord, il y a des moments où on n'en est pas très loin. Alors il y a un moment où on est assez proche de la Corée du Nord, peut-être c'est cette fameuse conférence de presse de Jérôme Salomon qui est religieusement retransmise par les chaînes d'infos depuis le début de la crise. Oui, là aussi, Jérôme Salomon, il aurait mieux fait de s'occuper de commander des masques, de commander des tests, de diriger son administration, plutôt que de faire le chef opérateur des pompes funèbres tous les soirs à 19h. Alors Jean-Yves, ça va être la fin de cette émission, mais vous avez un coup de chapeau. Oui, j'ai un coup de chapeau pour une excellente revue. J'ai déjà donné pas mal de coups de chapeau, mais ce numéro le mérite tout particulièrement. La revue Conflit, qui est une revue de géopolitique, et qui consacre son numéro, son dossier, Indo-Pacifique, les grandes manœuvres, c'est-à-dire, le conflit sino-américain, le conflit géopolitique sino-américain. Ce qui est un peu triste, c'est qu'on voit le président américain et le président chinois jouer aux échecs,
Et dans les pions du président américain, il y a le pion français. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.